notre présentatrice, Stéphanie Murray, qui est là avec nous, puis qui s'est offert généreusement et gratuitement pour nous présenter les cartes, la cartographie détaillée des canards illimités. Donc, ce soir, c'est ça, on va vraiment se concentrer sur la cartographie, le projet global qu'ils ont fait sur les milieux humides, puis comment ils ont classé ça, puis la méthodologie qu'ils ont utilisée. Fait qu'on ne parlera pas de la réglementation environnementale du ministère de l'Environnement. On ne parlera pas non plus des plans régionaux des milieux humides et hydriques faits par les MRC, là. C'est sûr que les MRC, par exemple, ils se basent beaucoup sur les cartes de canards illimités. C'est pour ça que c'est quand même pertinent d'avoir toute cette formation-là ce soir, puis de savoir comment que ces cartes-là ont été faites, qui se révèle être vraiment un outil pour plusieurs MRC. Comme vous le savez, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui participent à des rencontres de ça. Donc, c'est ça. Fait que je laissais tout de suite Stéphanie commencer la présentation. Puis, ah oui, vous n'avez pas oublié de fermer vos micros, s'il vous plaît, pendant la présentation. Hop. Et aussi, je vais enregistrer, là, juste pour vous le dire, là, pour vous avertir. Parfait, super. Premièrement, j'aimerais ça remercier Kénéa. Je m'excuse. Kélina, oui, c'est ça. Pour l'invitation. Je m'excuse, Seigneur, pour l'invitation puis l'organisation de cette belle rencontre. Je me présente Stéphanie Murray. Je suis coordonnatrice à la cartographie détaillée des milieux humides chez Canards Illimités. Ça fait 12 ans déjà que je travaille chez Canards Illimités sur le projet de cartographie détaillée des milieux humides qu'on va voir. J'aimerais aussi souligner la présence ce soir avec nous de Bernard Filion, qui est le directeur chez Canards Illimités au Québec. Donc, Bernard, est-ce que tu aimerais dire quelques mots? Oh, je peux juste surprendre tout le monde en disant que je suis membre de votre section de l'UPA. Je suis producteur agricole apicole. Nous avons fait l'apiculture urbaine avec mes filles à Charlesbourg. Puis, c'est la première fois que j'assiste à la présentation de Stéphanie, parce que l'autre fois qu'elle l'a présentée, je n'étais pas disponible. Elle m'avait dit ça il y a quelques semaines en échangeant qu'elle présentait à l'UPA Région de Québec. Ben, j'ai dit, je vais faire une pierre deux coups. Comme membre de l'UPA de la Région de Québec, je vais assister, mais aussi je voulais voir un peu la présentation, puis surtout les échanges que vous avez, les préoccupations que vous avez concernant la carto. Là, on est au fait des enjeux, là, des plans régionaux, de la réglementation. C'est des dossiers que j'ai suivis en parallèle. Ça fait que merci de votre présence, puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vais être avec vous pour la présentation. Super, merci. Alors, je vais faire un partage d'écran. Okay. Normalement, vous voyez une petite fille, la présentation PowerPoint, une petite fille en bleu. Ça, c'est beau, parfait. Pendant la présentation, étant donné que je suis en mode présentatrice, je ne vois pas nécessairement, là, donc si jamais il y a quelque chose, Kélina, tu peux m'interrompre à tout moment. C'est vraiment parce que je vous verrai pas. Oh, parfait, je t'avertirai. Parfait, super, merci. OK. Alors, voici le... Ouais, il va falloir que je baisse ça, sinon je ne peux pas. Voilà, parfait. Alors, merci d'être là en si grand nombre, premièrement. Et puis, je voulais vous dire que j'ai tenté de vulgariser le contenu de la présentation le plus possible dans le but de vous présenter la cartographie détaillée qui sera suivie d'une période de questions. Alors, voici le déroulement de la présentation. Donc, on va voir le projet global de cartographie détaillée et le partenariat, la méthodologie et la classification des milieux humides. On va présenter les outils qu'on développe, puis les livrables qu'on livre aux partenaires de projet, et puis l'utilité et les limitations de la donnée. Et je vous présente quelques résultats de la cartographie. Ensuite de ça, on a la période de questions. Alors, je vais commencer par vous présenter Canards Illimités, qui est un organisme à but non lucratif qui est composé d'une équipe multidisciplinaire de biologistes, d'aménageurs du territoire, agronomes, des forestiers, des géomaticiens, le tout afin d'accomplir notre mission, qui est de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains, le tout dans un contexte de développement durable. Pour accomplir notre mission, on a je vais juste mettre mon petit pointeur, voilà. Alors, on a un programme en 3 volets.
Le premier volet, c'est le savoir. Donc, la cartographie, elle s'inscrit dans le volet savoir. Elle sert de courroie de transmission pour les autres volets. Donc, on doit savoir sont où les milieux humides pour faire une bonne planification territoriale, puis pour en faire la protection. Ensuite de ça, on va agir. On a une équipe spécialisée en restauration de milieux humides, de la sélection des sites à la création, à la réalisation du site sur le terrain. Ensuite de ça, on a aussi une équipe qui s'occupe de la protection des habitats. Donc, le volet protection, c'est pour faire l'acquisition de sites pour protéger les milieux humides. Dans le volet, on a un volet qui est sensibilisé. Donc, le volet sensibilisation, on a des activités de formation, d'identification des milieux humides. Je vais en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a des activités de communication. On a des centres d'excellence en milieu humide dans des écoles secondaires. Donc, avec des jeunes secondaires, on en a un ici à Cap-Tourmente et puis on en a un à Papineauville. C'est un partenariat avec la CEPAC. Ensuite de ça, on a la politique publique qui s'inscrit aussi dans le volet de sensibilisation. Tout le monde profite de la conservation des milieux humides en raison des bénéfices qu'ils nous fournissent. Donc, Canard Illimité tente de faire valoir aux décideurs pour qu'ils adoptent des politiques publiques qui soutiennent efficacement la conservation des zones humides. Je me permettrais même d'ajouter que dans le contexte actuel des changements climatiques, les différents types de milieux humides rendent d'importants services écosystémiques à la société. Entre autres, ils régularisent le débit des rivières, ils contribuent au maintien des eaux de surface et à leur qualité, protègent contre l'érosion, agissent comme bassins de rétention, c'est des refuges pour la biodiversité. C'est des habitats pour la sauvagine, entre autres, pour les oiseaux chanteurs, pour les bactriciens, les reptiles, les espèces emblématiques comme le caribou y trouvent refuge, et aussi des espèces végétales qui sont en situation précaire. Alors, la cartographie, et donc, une fois la cartographie faite, elle est intégrée à nos bases de données chez Canard Illimité pour nous permettre d'agir. Canard Illimité, c'est un organisme qui est présent dans toutes les provinces du Canada. Donc, on est Canard Illimité Canada, puis nous, on est le bureau de Québec, qui est à Québec. Donc, on est implanté au Québec depuis 1976. On a contribué à la conservation par un investissement de plus de 100 millions de dollars, et puis ce qui nous a permis de conserver plus de 32 500 hectares au Québec. On peut voir que notre zone prioritaire, elle est vraiment localisée plus sur le bord du fleuve, en lien avec notre mission qui est de protéger et puis de créer des habitats pour la sauvagine, mais on est quand même présent là, actif dans toutes les régions du Québec. Alors, le projet global de cartographie détaillée qui est débuté en 2009, dont l'équipe de réalisation est composée de Canard Illimité et le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement fait partie du projet depuis 2009 et puis c'est vraiment un projet qu'on a développé avec eux, la méthodologie, la classification, la validation terrain. Donc, on a travaillé beaucoup là, de pair ensemble avec le ministère de l'Environnement. Donc, d'ailleurs, l'environnement qui prend de plus en plus de place dans la société, la cartographie détaillée des milieux humides constitue un point de départ pour faire la protection et la restauration, et en plus de la gestion durable des milieux humides sur le territoire. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En 2017, il y a eu la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Suite à cette loi-là, les MRC puis les OBV se sont vus attribuer la responsabilité d'intégrer les milieux humides dans leurs outils de planification respectifs. Donc, la cartographie représente une cartographie qui est représentative du territoire, fait partie des éléments de base pour venir faire les plans régionaux de conservation. Alors, je vous invite à regarder la ligne du temps pour la petite histoire de la cartographie détaillée des milieux humides. Donc, en 2003, on avait commencé avec un projet pilote avec la ville de Boisbriand pour faire un plan de conservation. On utilisait les données existantes des milieux humides pour faire le plan de conservation. Et puis, déjà en 2003, plusieurs organismes avaient démontré le besoin d'avoir une cartographie plus à jour pour faire une bonne planification. En 2005, Canard Illimité
a publié la première cartographie des milieux humides extraite des cartes écoforestières du 3e décennal. Et puis, par la suite, en 2006, on a amorcé des travaux pour faire des plans régionaux des 17 régions administratives du Québec. Et puis, encore à ce stade-là, on remarquait qu'il y avait une faiblesse dans la donnée cartographique qu'on avait. Il y avait un besoin d'avoir une cartographie qui était plus à jour et plus juste pour avoir un portrait qui représente bien le territoire. Alors, en 2009, ça marque le début du partenariat Canard Limité Ministère de l'Environnement pour le projet global de cartographie. Donc, une cartographie par photo-interprétation qui va être développée pour identifier les milieux humides. Les objectifs du projet en 2009, c'était d'effectuer un inventaire de milieux humides de 0,5 hectares et plus, de développer des outils géomatiques pour faciliter la consultation, puis de faire des activités de sensibilisation et de communication. Chose qu'on a réalisée. J'attire votre attention sur la carte. Ici, c'est une carte qui a été réalisée en 2009 avec le territoire d'études. Notre projet s'appelait la cartographie détaillée des milieux humides des basses terres du Saint-Laurent et la plaine du lac Saint-Jean. Donc, c'était notre projet là, en 2009 de réaliser cette cartographie-là. Ensuite de ça, en 2017 est arrivée la loi sur la conservation des milieux humides. Et puis, en 2021, la cartographie continue. On a encore plusieurs projets qu'on développe. En 2021, on est très fiers de présenter notre grand projet comme suit. Dans le fond, les basses terres du Saint-Laurent sont complétées, la plaine du lac Saint-Jean, puis on a certains secteurs qui sont complétés aussi là, en dehors des basses terres du Saint-Laurent, parce qu'il y avait une demande. Donc, en vert, la superficie couverte, c'est 64 720 km². En jaune, c'est des territoires qui sont présentement en cours de photo-interprétation. Donc, on va faire une cartographie dans ces secteurs-là. Et puis, on a amorcé cet hiver un projet dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on va avoir 2 phases au Bas-Saint-Laurent. Donc, le projet a été amorcé. Et puis, toutes les zones en grise, bien, c'est des zones qu'on aimerait développer, qui vont avoir du développement dans le futur là, pour ces zones-là. Donc, ce projet-là représente aujourd'hui en 2021, un investissement de plus de 4,5 millions de dollars. Et puis, c'est une collaboration avec plus de 80 partenaires. Ce n'est pas seulement Canard Limité et le ministère de l'Environnement. On a plusieurs partenaires qui sont associés au projet, dont les MRC, les municipalités, les organismes de bassin versant, les conseils régionaux. On a différents groupes privés aussi, comme Domtar, par exemple, qui font partie du projet. Donc, c'est vraiment un grand projet de partenariat. Et puis, j'ai oublié de mentionner, pour le territoire qui est couvert présentement, la zone en verte, la proportion du territoire qui est en milieu humide, actuellement, c'est de 10,6 %. Puis je vais y revenir tout à l'heure quand on va regarder les statistiques à l'échelle du territoire de la capitale nationale. Je vais revenir avec les proportions là, du territoire en milieu humide. Alors, voici un peu ce qu'on a fait pour la capitale nationale. Donc, premièrement, s'il y a des gens de la Côte-Nord, on n'a pas de cartographie détaillée là, qui touche le territoire de la Côte-Nord encore. Ça pourrait arriver que ce soit à développer, ça serait à développer dans le futur, là, dans nos zones plus en gris. Donc, voilà. Et ça, ici, c'est le territoire qu'on a pour la capitale nationale. Donc, le contour en rose, c'est le territoire de la capitale nationale. Le territoire qui est en vert, c'est ce qu'on a fait avec le projet de la CMQ en 2014. 2014, exact. Donc, en vert, c'est ce qu'on a fait avec la CMQ 2014. Et en orange, c'est le territoire de Port-Neuf qu'on avait fait avec la MRC, entre autres, de Port-Neuf, qui a été fait en 2015. Donc, on a une superficie totale de 4 896 km² qui a été cartographiée dans la capitale nationale. Ce qui donne environ 20 % du territoire de la capitale nationale, parce que si je ne me trompe pas, il est de plus de 20 000 km² le territoire de la capitale nationale. Donc, on a à peu près le quart du territoire qui est couvert par une cartographie détaillée.
Voici les partenaires du projet qui est de CMQ et de Port-Neuf. Donc, on a 8 partenaires, le ministère de l'Environnement, Environnement climatique, la Communauté métropolitaine de Québec, l'organisme de bassin versant CAPSA et la CBJC, qui est de la Jacques-Cartier, l'organisme de bassin versant de la Jacques-Cartier. On a la MRC de Port-Neuf et la Fondation Alcoa, qui avait été partenaire financier au projet. Alors, je vais vous présenter la classification des milieux humides qui a été développée pour notre projet de cartographie entre Canard Illimité et le ministère de l'Environnement. Donc, c'est une classification qui est basée sur la classification canadienne des milieux humides. C'est le livre qu'on retrouve ici, qui se retrouve en document PDF même maintenant sur Internet. Il est basé aussi sur la classification canadienne des sols, qu'on a utilisé pour faire la classification. Et il concorde avec le guide d'identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional qui a été publié en 2015 par le ministère de l'Environnement, qui, lui, est utilisé pour vraiment faire des caractérisations fines sur le terrain. Donc, voilà. Voici je vais vous lire la définition qu'on a retenue pour identifier un milieu humide. Donc, les milieux humides regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour en influencer la nature des sols et ou de la végétation. On retrouve dans cette définition-là 3 mots-clés. Donc, l'eau, les sols, la végétation, qui vont nous servir pour identifier les milieux humides au terrain et aussi pour les identifier par photo-interprétation. Alors, voilà, pour la classification, on a 7 grandes classes de milieux humides. Je vous les décris là, dans les prochaines diapos, là, mais le but de l'exercice, ce n'est pas de vous identifier toutes les espèces de végétation qu'on retrouve dans nos milieux humides, mais plus de vous donner un aperçu pour comprendre c'est quoi les différentes classes, puis c'est quoi les grandes généralités de chaque classe. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans un cours de botanique. Alors, on commence avec l'eau peu profonde. L'eau peu profonde, c'est une étendue d'eau permanente qui est souvent stagnante. C'est une profondeur d'eau de moins de 2 mètres en été. Puis, on remarque la présence d'une végétation qui est flottante ou aquatique. Donc, voici pour notre eau peu profonde. Ensuite de ça, on a les marais. Donc, on a le traditionnel marais comme Canard Illimité fait avec nos aménagements, donc avec de la quenouille. On remarque une présence de végétation qui est dite émergente, donc qui sort de l'eau. De type quenouille, on a de la cyrpe, on a du rubanier, des graminées. C'est un site qui est complètement ou partiellement submergé. Si on a des arbustes qui sont présents, ils vont représenter moins de 25 % de notre couvert. Puis, le type de sol, c'est un sol qui va être minéral ou organique, un mélange des deux. On est souvent inondé, donc on est en zone où il y a beaucoup d'eau avec un sol qui va être quand même très mélangé, qui va être brassé par le mouvement de l'eau dans certains cas, là, si on est dans un marais qui est de type riverain. C'est d'ailleurs un milieu qui est très riche en nutriments. Alors, par la suite, on a la prairie humide. La prairie humide, c'est une sous-classe de marais. On l'a ajoutée, elle ne se retrouve pas dans la classification canadienne. Les prairies humides dans la classification canadienne sont intégrées aux marais. On retrouve quand même ce type de milieu humide-là, mais elles vont s'appeler marais. On l'a ajouté à notre classification parce que c'était un milieu qu'on pouvait bien voir par photo-interprétation et aussi on pouvait l'identifier au terrain. Donc, la prairie humide, c'est un marais de végétation graminoïde, mais sur sol minéral. Donc, on n'est pas dans un sol qui va être organo-minéral, on est dans un sol minéral, ça va être du sable, ça va être de l'argile, on n'aura pas de matière organique. Donc, et puis, si on a des arbustes qui sont présents, encore là, il va être à moins de 25 % de recouvrement dans notre prairie humide. Les prairies humides, c'est des milieux qui sont très, très dynamiques. On en a parlé un petit peu en début de rencontre. Ils sont souvent associés aux castors, entre autres, ou bien dans certains secteurs où il y a eu des travaux anthropiques, mais ils sont souvent associés aux castors. Donc, on peut avoir, si le castor s'en va, ou bien s'il est trappé, comme dans notre cas tout à l'heure, bien, on va avoir un marais qui va évoluer vers une prairie humide pour ensuite de ça revenir à un marécage. J'ai un bel exemple tout à l'heure à vous montrer. Je ne sais pas si
je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, là, étant donné qu'on est en partage d'écran, mais dans ce cas-ci, ben, on a une prairie humide qui est en transition. En fait, c'était un marais. Au fond, on a vraiment une végétation de quenouilles. Puis après, plus on s'en vient par ici, bien là, notre sol, il va monter, la topographie va monter un peu. Donc, on a une prairie humide. Et puis, c'est souvent des zones qui sont en transition entre le marais et le marécage. Donc, quand on va avoir 25 et plus d'arbustes qui vont venir coloniser notre site, on va s'en aller plus vers un marécage. Alors, justement, le voici, le marécage. Ce cas-ci, c'est une photo qui est assez évident. On a un secteur qui est inondé. La photo, c'est une visite terrain qui a été prise là, au printemps. Donc, on a un marécage arborescent qui est inondé. Donc, on peut remarquer que c'est une dominance de végétation ligneuse qui va être arbustive ou arborescente. C'est un sol qui est minéral. Donc, on n'a pas de matière organique. Si on en a, c'est moins de 30 cm. C'est un sol minéral de mauvais drainage. C'est un milieu qui peut être riverain ou bien isolé, qui est inondé de manière saisonnière. Sur cette photo-ci, je le disais, elle a été prise au printemps. Si on y retourne au mois d'août, eh bien, il y a des bonnes chances qu'on ne retrouvera pas de traces d'eau nécessairement. On va vraiment venir identifier notre site avec la végétation, le type d'arbre, si on a de l'érable rouge, si on a du frêne, de l'érable argenté, de l'épinette noire, du cèdre, et aussi avec la végétation arbustive. Et on fait aussi, avec une sonde pédologique, je crois que j'ai une photo plus loin qui va vous montrer c'est quoi la sonde, on vient caractériser notre sol. Donc, on fait un trou dans le sol pour venir identifier si on a un sol qui est de type hydromorphe. On va en reparler tout à l'heure. Donc, voilà comment on vient identifier notre marécage. Pour ça. Maintenant, on va arriver dans les 3 prochains types de milieux humides, c'est les tourbières. Donc, les tourbières sont caractérisées par une accumulation de matière organique de plus de 30 cm. Donc, la matière organique qui est communément appelée la terre noire. Donc, dans ce cas-ci, on a une tourbière ombrotrophe de type bog. C'est une tourbière qui est alimentée uniquement par les eaux de précipitation. Elle est plus pauvre et puis plus acide que les autres types de tourbières. C'est un milieu qui est ouvert, donc la végétation arborescente, si elle est présente, elle va faire moins de 25 du recouvrement. On retrouve beaucoup, c'est une végétation dominante de sphènes et puis d'éricacées. On peut avoir, elle est souvent sur le pourtour d'une tourbière boisée, on peut avoir quelques mélèzes, quelques épinettes sur les pourtours. Ensuite de ça, on a la tourbière ouverte minérotrophe. Donc, on a toujours notre 30 cm de matière organique et plus, mais là, elle est alimentée par les eaux de précipitation et les eaux d'écoulement. Donc, d'écoulement soit par un cours d'eau en surface ou bien souterrain. Donc, on a vraiment ici un bel exemple de tourbière minérotrophe qui a été pris au lac Saint-Jean, dans les Monts-Valin. Ce n'est pas toujours aussi à couper au couteau parce que des fois, on ne le voit pas, le cours d'eau, mais c'est vraiment avec la végétation qui va être plus dominée par des mousses, des graminées, des carex, qu'on va venir identifier notre faune si on ne voit pas le cours d'eau. Donc, on va avoir plus de 30 cm de matière organique, puis ça va être avec notre végétation qu'on va venir l'identifier. On peut voir ici, on a une zone qui est plus boisée d'épinettes au centre. Bien ça, elle ne ferait pas partie de notre faune, elle va faire partie de la tourbière boisée. Donc, il peut y avoir plusieurs classes dedans. Donc, tout le faune sur cette photo-ci, c'est la section qui est ouverte. Donc, qui n'a pas de végétation arborescente ou arbustive. Alors, nous voici la tourbière boisée. Donc, toujours 30 cm et plus de matière organique. Cette fois-ci, on a une végétation qui va être arborescente de plus de 4 mètres de hauteur et de plus de 25 du recouvrement. Ils sont souvent en périphérie des bogs et des faines. On va retrouver des essences qui vont être fréquemment retrouvées dans notre tourbière boisée, ça va être le mélèze, les épinettes noires, l'érable rouge, le frêne noir, le thuya, le cèdre va se retrouver dans nos tourbières boisées.
C'est la classe, ce qui différencie la tourbière boisée du marécage arborescent, c'est vraiment le 30 cm de matière organique. Là, on s'entend par photo-interprétation, on dit « c'est pas évident », mais il y a plusieurs facteurs, on va le voir tout à l'heure, qui viennent nous aider à baser notre photo-interprétation, dont la planitude. Quand on est sur une zone de tourbière, sur nos photos, par photo-interprétation, ce qu'on va voir, c'est un terrain qui est très, très plat. Donc, ça, c'est un indice qui vient nous dire, outre que la végétation, qui vient nous dire qu'on serait en secteur là, avec la tourbière. Voilà pour ça. Ici, j'ai une belle, elle est nouvelle, ce dessin, il est nouveau. On a une belle serre physiographique qui vient exprimer la toposéquence des 7 classes de milieux humides qu'on vient de voir. Donc, on a les milieux humides sur sol organique, 30 cm et plus. Donc, on a la tourbière boisée. On va avoir la tourbière ombrotrophe alimentée par les eaux de pluie seulement. La tourbière minérotrophe qui va être alimentée par les eaux de pluie et d'écoulement. Donc, on a qui va être en bordure d'un cours d'eau. Ici, on a l'eau peu profonde. Qui va être sur un sol organo-minéral. Ensuite de ça, ben, on va avoir un peu moins d'eau, la profondeur va être moins grande et puis on va avoir des végétations émergentes qui vont commencer à sortir. Donc, on va avoir de la quenouille, des cirques, on va arriver dans un marais. Ensuite de ça, on commence à avoir plus de sol. On va se retrouver dans une prairie humide avec une végétation de graminées. Par la suite, on peut avoir un marécage qui va être arbustif, donc pas d'arbres, mais seulement des arbustes. On peut avoir de l'ombre, du saule, des arbustes qui vont faire moins de... pour ensuite arriver avec peut-être une érablière rouge pour un marécage. On peut avoir un milieu terrestre et puis on pourrait avoir aussi des marécages qui vont être isolés, donc qui ne seront pas en lien avec le cours d'eau. Voilà pour ma topo-séquence. Alors, qu'est-ce qu'un milieu humide? À quoi est-ce qu'on reconnaît un milieu humide? Donc, on voit toujours nos 3 mots-clés, l'eau, les sols et la végétation, et ou la végétation. Donc, voici un peu des indicateurs. Donc, on a notre indicateur eau. On va avoir des indicateurs qui vont être primaires et des indicateurs secondaires qui vont venir nous aider à déterminer si oui ou non on est dans un milieu humide. Puis dans certains cas, c'est comme ça peut vous donner des indices sans identifier chaque plante, mais dire « Oh, ça, je crois bien qu'on est dans un milieu humide. » On a de la litière noirâtre, donc c'est un tapis de feuilles qui est noir, qui se décompose tranquillement, donc il ne vient jamais sec, c'est vraiment noir. On a de la litière noirâtre qui est un indicateur primaire. On peut avoir des lignes de démarcation sur les arbres. Dans ce cas-ci, c'est une photo qui a été prise à l'automne sur le bord de la rivière des Prairies. Donc, on a vraiment un débordement. C'est un érablière argenté. L'érable argenté qui est la seule espèce obligée, espèce arborescente qui pousse obligatoirement dans un milieu humide, à moins qu'on l'ait plantée en ornementation. Mais si elle pousse en milieu naturel, elle va pousser dans les milieux humides. C'était sur un site qui était argileux. Donc, on peut vraiment voir la démarcation qui est à 1,30 m du sol de la limite de l'eau. Ensuite de ça, on pourrait avoir des débris apportés par l'eau ou bien des odeurs de soufre. Des fois, on marche en forêt et on va sentir une odeur de soufre qui nous vient au nez. Bien, ça, c'est un indice qu'on est potentiellement dans un milieu humide. Ensuite de ça, on a des indicateurs secondaires qui sont quand même... qui ne veulent pas toujours nécessairement dire qu'on est dans un milieu humide, donc il faut faire attention, un peu comme la ligne de mousse sur les troncs. Souvent, on entend ça. Ah, il y a de la mousse sur le tronc, on est dans un milieu humide. Bien, pas toujours, parce qu'il y a plusieurs sortes de mousse, et puis ça ne veut pas toujours dire qu'on est dans un milieu humide. Donc, c'est toujours à faire attention. On peut avoir des lenticelles hypertrophiées, comme sur cette photo-ci, et puis on pourrait aussi avoir de l'écorce érodée par l'eau, qui serait un indicateur secondaire aussi. Ensuite de ça, on a les sols. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Les sols, ils sont quand même primordiaux à venir caractériser pour identifier notre milieu humide. Dans certains cas, la végétation va parler d'elle-même, mais dans d'autres cas, c'est plus complexe à venir trancher. Donc, le sol, il vient vraiment nous aider et puis vraiment nous dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'hydrologie dans ce sol-là, qu'est-ce qui se passe dans notre sol.
Alors, un sol, c'est une partie affectée par le climat, des organismes vivants et l'hydrologie. Donc, le profil de sol, c'est vraiment quand on retrouve ici les différentes couches du sol. Donc, c'est les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques spécifiques. Les milieux humides sont caractérisés par des sols que l'on dit hydromorphes. Donc, un sol hydromorphe, c'est un sol qui montre des marques physiques de saturation d'eau régulière ou temporaire ou en permanence. Les ordres de sol hydrologiques sont principalement les glissols ou les sols organiques. On dirait que j'ai dit les ordres de sol organiques, mais c'était les ordres de sol hydromorphes. Alors, voilà. Ici, j'ai un bel... je trouve que j'ai un bel exemple qui résume bien là, nos sols hydromorphes. Donc, c'est un résumé très, très général, mais quand même. Donc, on a un sol organique, la première image ici. Ici, c'est la cuillère de notre sonde pédologique qui fait environ 30 cm qu'on peut aller à 30 cm de profondeur, mais la sonde, elle va jusqu'à 1,20 m environ. Alors, le sol organique, c'est un sol qui est gorgé d'eau de manière permanente, qui est pauvre en oxygène, ce qui retarde la décomposition de la matière organique qui provoque une accumulation de matière organique. Donc, c'est vraiment la matière organique qui s'accumule. Donc, pour être caractérisé milieu humide, tourbière, on veut avoir un 30 cm de matière organique qui s'accumule. Ensuite de ça, on a les sols qui sont redoxiques. Redoxiques qui rappellent l'oxydation, donc les traces de rouille que l'on retrouve dans le sol. Lorsqu'un sol n'est pas saturé d'eau de manière permanente, donc la nappe phréatique, elle se trouve à monter et descendre dans notre sol, on va avoir une coloration, on vient avoir avec l'air et l'eau, ça vient colorer notre sol, puis on appelle ça, on peut l'appeler des mouchetures, des taches de rouille, donc qui se forment dans notre sol. C'est en lien avec l'oxygène qui entraîne l'oxydation du sol. Donc, les traces de rouille. On va avoir une matrice, donc notre matrice générale, elle va être vraiment gris à gris-bleu, et puis on va avoir des traces de rouille comme ça, ce qui veut dire que notre nappe phréatique, elle monte et elle descend, donc elle laisse des traces dans notre sol. Ça, ici, c'est pour notre sol réductique. Ensuite de ça, on va avoir le sol, non, c'était le sol redoxique, on va avoir le sol réductique. Donc, le sol réductique, on dit les sols réduits sont de couleur gris à bleuté ou verdâtre. Couleur qui indique que le sol est saturé d'eau quasiment en permanence. Cette caractéristique peut être présente dans les 30 premiers centimètres. Le sol redoxique aussi, les mouchetures, on doit avoir des mouchetures dans les 30 premiers centimètres pour venir caractériser que c'est un sol hydromorphe. Parce qu'on peut avoir des mouchetures, on peut avoir un sol comme ça qui va être à 1 mètre de profondeur. Donc, on n'aura pas la même... ce qui veut dire que les effets sur la végétation de l'eau, ça ne sera pas pareil. Donc, on veut vraiment avoir des effets redoxiques ou réductiques dans les 30 premiers centimètres. La nappe phréatique, dans le cas où on est sur un sol réductique, elle se trouve la plupart du temps, elle est à la surface. Donc, on est sur un site qui est inondé. Ça peut être un site qui va être argileux, ou bien, dans ce cas-ci, on a un site qui est quand même sableux, là, mais qui est complètement réduit, qui est gris. Je vous présente ici, c'est une photo de profil que j'aime bien. Donc, on a à peu près un 30 cm de matière organique. Donc, on a vraiment la matière organique. Ensuite de ça, on a un sol qui est redoxique. Donc, on a la nappe phréatique qui monte et qui descend, qui a laissé des traces de mouchetures dans notre sol. Et plus bas, quand on continue à creuser ou à sonder, on va avoir un sol qui va être réductique, donc qui est inondé en permanence. La nappe phréatique, dans l'exemple ici, on le voit, là, on est au bord de la nappe phréatique. Donc, la nappe phréatique, elle est là en permanence. Donc, c'est un peu les 3 couches là, de milieux humides. Ensuite de ça, on a notre indicateur végétation. Il existe une liste exhaustive de plusieurs centaines d'espèces de végétation qui s'installent obligatoirement dans les milieux humides ou qui sont facultatifs des milieux humides. Par exemple, le thuya, le cèdre, c'est une espèce qui est facultative. Donc, il va très bien pousser dans un milieu humide. Dans une tourbière boisée, dans un marécage, on va retrouver du beau cèdre, mais on peut le retrouver aussi en haut d'une montagne, sur un bon drainage, donc qui n'est pas du tout humide.
De là, l'importance de pas seulement se baser sur la végétation pour identifier notre milieu humide, mais aussi sur la topographie, sur les sols, sur le type de sol, pour venir identifier là, le milieu humide en soi. On va le voir dans la méthodologie. Alors voilà, la liste de sol, elle se retrouve, la liste des plantes facultatives est obligée. Vous pouvez la retrouver dans le guide d'identification et de délimitation des milieux humides du ministère de l'Environnement. Le guide qui est maintenant disponible en format PDF via le site du ministère de l'Environnement. Avant, on devait l'acheter, mais tout récemment, là, il est tombé disponible gratuitement. Donc, on peut aller le télécharger, l'imprimer si on veut avoir plus de documentation sur les caractérisations complètes. Alors, la méthodologie de la cartographie détaillée des milieux humides par photo-interprétation. Donc, premièrement, chez Canard, on est une équipe de 6 photo-interprètes qui ont tous une formation en foresterie. Donc, qui ont eu des cours de photo-interprétation, d'identification d'espèces arborescentes, arbustives, d'espèces végétales. Il y a aussi un photo-interprète qui travaille au ministère de l'Environnement, qui participe à toutes les étapes du projet, des projets quand on élabore un projet avec des partenaires. Le photo-interprète participe à toutes les étapes. Ils vont participer au terrain, campagne de validation terrain, ils participent, ils font une étape d'harmonisation de la cartographie. Donc, à la fin des projets, il va faire une vérification du travail pour s'assurer que la cartographie qui a été faite, elle est uniforme à l'échelle du projet en cours, mais aussi à l'échelle du projet global de cartographie. La photo-interprétation, c'est un travail qui se fait en 3D à l'écran. Par le passé, on avait des photos papier avec un stéréoscope et puis on faisait la photo-interprétation comme ça. La technologie a bien évolué. On a ici mon collègue avec ses lunettes. Il y a des lunettes spéciales. Il travaille avec 2 écrans et puis on a les photos qu'on voit en 3 dimensions avec ces fameuses lunettes. Et puis, il travaille aussi simultanément avec le logiciel de ArcGIS pour venir pour avoir toutes ces sources de données, puis remplir sa base de données. Alors, il y a 5 éléments qui vont guider les travaux du photo-interprète. Ça va être la végétation, la topographie, le dépôt de surface, le drainage, puis la présence d'eau au sol. Quand on commence un projet de photo-interprétation, on fait un balayage systématique de tout le territoire. Donc, tout le territoire est visionné en 3D. Et puis, c'est toujours une cartographie qui est vierge. C'est des nouveaux polygones qui sont faits. Donc, on ne part pas des données existantes, on ne part pas des, j'en ai pas parlé encore, je vais en parler, des milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement. On a vraiment, on crée tous les polygones de milieux humides qu'on retrouve dans notre base de données. Mais on intègre, par exemple, dans notre projet d'ArcGIS, on peut intégrer les cartes écoforestières, les images LIDAR, qui maintenant, il y a des super beaux outils là, pour aider puis renforcer le niveau de confiance des photo-interprètes. On utilise les cartes écoforestières, les données pédologiques de l'IRDA, on utilise les placettes échantillons du ministère des Forêts, donc différentes données qu'on peut tout avoir dans notre ArcGIS en source de documents pour venir nous aider à faire notre travail de photo-interprétation. OK, donc pour chaque polygone qui est rempli, comme ici on est dans le coin du lac Saint-Charles, pour chaque polygone qui est rempli, qui est délimité, on remplit une table d'attributs. On identifie la classe du milieu humide, si c'est un marécage, une tourbière boisée. On met un niveau de confiance, donc pour la délimitation, et un niveau de confiance pour la classification. C'est un niveau de confiance qui va servir beaucoup pour quand on fait le plan de sondage pour aller au terrain par la suite. On identifie si on a une validation terrain, justement, ou une validation sur vol. On identifie les sources de documentation qui ont été utilisées. Donc, si on a utilisé les cartes écoforestières, on va venir le mettre en source de documents avec l'année. On peut inscrire le type de photo qui a été utilisé. Est-ce que c'est une photo infrarouge? Est-ce que c'est une photo couleur avec l'année de la photo? Et puis, on indique aussi, quand on a des observations particulières, comme dans ce cas-ci, on a une dynamique de castor, donc on l'indique dans les notes. C'est des milieux humides qui sont faciles à repérer. C'est des milieux humides qui sont très, très dynamiques.
Donc, on va venir l'inscrire. Si on a un milieu humide qui est sous une ligne hydroélectrique, on va l'inscrire aussi parce qu'elle est, c'est pas un milieu humide qui est naturel, elle est maintenue par herbicide ou bien par coupe mécanique. Donc, on va l'inscrire dans notre base de données. S'il y a des perturbations anthropiques avec une route qui est venue couper un milieu humide ou bien qui est venue créer un milieu humide, c'est de l'information qu'on va identifier dans notre table d'attributs, dans le champ notes. OK. On utilise, les photos qu'on utilise, c'est des photos, dans la mesure du possible, toujours les plus récentes qui sont disponibles. Et puis, dans la mesure du possible, on va utiliser les photos infrarouges. Parce que l'infrarouge, elle permet d'avoir, chaque essence a sa propre signature. Donc, elles viennent sortir d'une certaine couleur, d'une certaine teinte. Donc, c'est plus fiable pour venir identifier le type d'essence. Donc, on essaie toujours de pouvoir utiliser les photos infrarouges. Maintenant, les nouvelles photos qui sont prises de façon numérique, donc c'est vraiment des photos numériques. Toutes les survols, il y a les photos infrarouges et couleurs, donc parce que souvent, les villes, les MRC vont préférer avoir les photos couleurs pour faire leurs travaux. Donc, aujourd'hui, les nouvelles photos qu'on utilise, bien, elles sont toutes, on a toute la possibilité de travailler avec une photo qui va être en infrarouge. Et puis, aussi, le logiciel de photo-interprétation, selon la précision de la photo, il nous permet de se rapprocher très, très près de nos arbres pour venir les identifier. Mesurer les hauteurs d'arbres, on peut le faire avec le logiciel aussi. C'est un peu comme si on était dans un hélicoptère à bulles, donc qu'on peut voir au sol et puis on demande à notre pilote, bien, on aimerait ça descendre, se rapprocher de la cime de nos arbres, mais c'est un peu le même principe, là, la photo-interprétation. Et puis aussi, juste pour vous donner une idée de la précision des photos qu'on a aujourd'hui, même les 20 cm, quand on a un camion avec une porte de camion qui fait peut-être 3 pouces en largeur, on va la voir sur nos photos. Donc, ça donne une idée là, de la précision là, des photos qu'on a, qu'on peut avoir avec les outils qu'on a. Ça nous donne une belle précision. Alors, j'ai parlé très rapidement, des survols aériens. Donc, dans le cadre du projet de cartographie, on effectue des survols aériens. C'est des survols qui se font en Cessna. C'est des gens, des photo-interprètes de Canard Limité qui sont à bord de l'avion pour prendre des photos. Donc, on a deux photo-interprètes chaque côté de l'avion qui peuvent prendre des photos. Il y a une autre personne qui aide à diriger le pilote au besoin, mais encore là, avec les outils GPS et tout, maintenant, les iPads, on a de moins en moins besoin de guider notre pilote. Alors, le but d'effectuer un survol aérien, c'est de venir documenter les milieux humides qui se retrouvent sur notre territoire. Et puis, ça vient aussi faire un type de validation sur certains contours, sur certains types de végétation qu'on retrouve. Donc, c'est vraiment avec les photos survol qu'on vient finalement augmenter notre niveau de confiance à la photo-interprétation. Dans la plupart des cas, c'est sûr que là, cette année, avec le cas COVID, ben, au printemps, ça a été difficile de faire des survols, mais normalement, on fait un survol au printemps. Donc, quand il n'y a plus de neige au sol, mais avant que les feuilles sortent dans les arbres. Donc, on fait un survol au printemps pour venir voir vraiment la topographie du sol. Et puis, on se localise un peu plus dans les terres. Ensuite de ça, vers le mois d'août, en été, on fait un survol qu'on dit survol d'été pour venir voler beaucoup les secteurs qui sont riverains, un peu comme ici, là, on est dans le coin de Cap-Tourmente. Donc, pour venir voler les secteurs qui sont riverains, identifier la végétation. Est-ce qu'il y a de la végétation dans l'eau? Est-ce qu'il n'y en a pas? Pour ça qu'on le fait en été parce qu'au printemps, bien, on ne verrait pas la végétation dans l'eau, un peu comme ici aussi. Donc, le survol qui est fait en été, bien, il est plus localisé là, sur les secteurs riverains où on a le fleuve, où on va avoir des grandes rivières qui vont passer. C'est comme ça qu'on va venir planifier notre trajet de vol. Pour le secteur de la capitale nationale, on a 1113 km qui ont été survolés au printemps et en été.
Avec ces deux, c'est des survols qui ont été faits entre 2005. Il faut savoir qu'il y a eu une première cartographie qui avait été faite avec la CMQ en 2005. Il y a une bonne portion qui a été faite en 2D. Donc, en 2014, pour la CMQ, on a fait une révision du projet en 3D avec les images 2012. Donc, on avait fait une révision de ça. Donc, il y a des survols. On a quand même pu utiliser là, le matériel qui avait été pris en 2005. Donc, c'est des survols qui ont été faits entre 2005 et 2014. Et puis, ça nous a permis de prendre plus de 1500 photos obliques qui sont géolocalisées, qui sont disponibles, je vais en parler plus tard, pour nos partenaires. Alors voilà pour le survol. Le survol, lui, de la façon qu'il est planifié, on utilise soit si on a fait une photo-interprétation préliminaire, des fois on peut, une familiarisation avec le territoire, on va utiliser ça, mais on utilise aussi les milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement, parce que souvent on n'a pas encore commencé le projet. Donc, pour venir définir où sont les secteurs où on aimerait, on pense qu'il y a des milieux humides où on veut aller avoir plus de documents sur le territoire. Ensuite de ça, on a aussi la campagne de validation terrain. Donc, à l'échelle des 2 phases de projet, donc CMQ par 9, on a fait 643 points de validation terrain, ce qui a permis d'avoir, dans notre fichier de photos géolocalisées, on retrouve aussi les photos terrain, donc qui sont géolocalisées et qui sont disponibles pour les partenaires, ainsi que les points terrain. Pour chaque point terrain, on remplit une fiche d'attributs de plus de 53 attributs pour venir répondre, pour venir valider si on est en présence d'un milieu humide, donc si on a les caractéristiques du milieu humide. C'est important de spécifier qu'on ne fait pas une caractérisation complète, on fait vraiment un point d'observation pour venir documenter si on a les caractéristiques de milieu humide. Parce que si on faisait une caractérisation complète puis une délimitation complète au terrain, eh bien, c'est une question de temps et de coût. Donc, on vient vraiment chercher le maximum d'informations qui vont servir à avoir une bonne cartographie puis pour renforcer le niveau de confiance de nos photo-interprètes. Donc, c'est vraiment, c'est pas une caractérisation, mais vraiment un point d'observation qu'on fait au terrain. Ici, c'est un exemple de comment on utilise les photos, la documentation après le terrain. Donc, c'est un exemple tiré de la MRC Quaticook, mais je trouvais qu'il était quand même très intéressant de le voir. On a un survol qui a été fait au printemps. Donc, c'est une photo printemps avec une route qui le traverse. Ensuite de ça, il y a eu le point rouge ici, c'est un point de validation terrain. Donc, on a une photo terrain. Et puis, on a la cartographie. On est en présence d'un marais avec de l'eau peu profonde. Et puis, il y a de la tourbière minérotrophe là, sur les côtés. Donc, l'information qu'on recueille lors des survols aériens et lors des validations terrain, eh bien, elles sont utilisées ensuite, elles sont intégrées à la cartographie. Les photo-interprètes y intègrent ce qu'ils ont appris finalement par le survol et par la validation terrain à la photo-interprétation. Ensuite de ça, on a des ateliers de vérification des données avec le partenaire. Donc, on effectue des ateliers de vérification. On invite les partenaires du projet pour présenter la donnée de la cartographie détaillée préliminaire. Donc, elle est encore au stade préliminaire quand on va la présenter comme ça aux partenaires. On effectue ensemble une vérification du territoire. Puis, on prend en note des questions, des commentaires. C'est aussi à cette étape-là que si les partenaires détiennent des caractérisations, s'ils détiennent de l'information, c'est à cette étape-là qu'ils peuvent nous les fournir pour qu'on puisse les consulter. Pourquoi on ne les consulte pas en début de projet? Eh bien, c'est parce qu'on a notre méthodologie qui est préétablie et puis on ne veut pas être influencé par des données qui sont différentes des données d'ailleurs. Aussi, il faut toujours considérer que le milieu humide est très dynamique, donc ça peut arriver que la caractérisation, le secteur ait vraiment changé, donc qu'elle ne soit plus vraiment valide. Donc, et puis, c'est aussi à cette étape-là qu'on fournit la base de données préliminaire à nos collègues du ministère de l'Environnement pour qu'ils puissent faire l'uniformisation de la photo-interprétation, de la cartographie. Et puis, par la suite, eh bien, on va pouvoir intégrer les commentaires, les données des partenaires aux produits de cartographie.
Alors, je vous présente en rafale les étapes de photo-interprétation des milieux humides. Donc, on commence par un balayage systématique de tout le territoire. Ensuite de ça, on effectue des survols aériens pour prendre des photos obliques et documenter les milieux humides. Ensuite de ça, on a notre campagne de validation terrain pour venir identifier puis répondre aux questions des photo-interprètes. Par la suite, on retourne au bureau, on intègre les données terrain et survol à la cartographie. Ensuite de ça, on présente notre cartographie aux partenaires là, en formule préliminaire. Donc, on la présente aux partenaires lors des ateliers de validation. Et puis, on intègre les connaissances des partenaires en faisant un dernier balayage du territoire. Donc, les photo-interprètes, quand ils ont fini un projet, ils ont quand même passé beaucoup de temps à scruter le territoire et puis à regarder dans tous les petits coins. Donc, ils connaissent vraiment bien le territoire là, à la fin d'un projet de photo-interprétation, de cartographie. Les outils géomatiques, donc Canard Limité, on produit des outils géomatiques qui viennent avec le projet de cartographie. Une fois qu'on a une base de données qui est complète, qu'on dit finale, donc on a une étape de documenter l'état des milieux humides. On observe s'il y a des pressions sur le territoire. Donc, on vient, c'est vraiment une observation qui se fait en 2D à l'écran. Donc, on a les milieux humides avec l'orthophoto en dessous et puis on peut voir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Donc, si on a une route qui traverse un milieu humide ou bien une route qui vient longer le milieu humide, mais ça va être une pression qu'on va dire réseau de transport. Ou bien, dans ce cas-ci, on a du réseau de transport, on aurait de l'industriel, puis probablement du commercial. Donc, on a différents types de pression. En fait, on a 11 types de pression qu'on vient documenter dans notre base de données. Les réseaux de transport, s'il y a des activités récréatives, donc des sentiers pédestres, des sentiers de VTT, on va le documenter dans la base de données. Si on a des projets résidentiels, de la coupe forestière, des lignes de transmission électrique, de l'agriculture, si on a des projets industriels ou commerciaux, du remblayage, du creusage, du drainage, et puis des espèces envahissantes qu'on va avoir identifiées au terrain, on va venir le mettre dans notre base de données. On met aussi un impact. Donc, on va venir dire, si le milieu humide est coupé en deux par une route, bien, l'impact va être plus fort que si la route elle vient longer le milieu humide. Donc, on vient documenter chaque milieu humide de cette façon-là. C'est une méthode qui est visuelle. Donc, il n'y a pas d'analyse terrain qui est faite à ce niveau-là. C'est vraiment une méthode visuelle pour nous donner un portrait de l'état des milieux humides. Donc, il n'y a pas de validation qui est faite au terrain pour venir valider si vraiment l'impact est à ce point-là ou bien c'est vraiment une validation qui est visuelle. Puis qui nous permet aussi de faire une vérification de notre travail finalement sous un autre œil. On utilise aussi les photos sur vol pour venir faire le travail d'identification des pressions. À la suite de ça, Canard Limité crée une couche d'informations que l'on nomme les complexes de milieux humides. Les complexes, ils regroupent tous les milieux humides qui sont à moins de 30 mètres les uns des autres en une même entité, peu importe si la classe elle est différente. Les complexes de milieux humides sont utilisés pour effectuer le portrait et l'analyse sur le territoire. Donc, nous, Canard Limité, dans un contexte de sauvagine, notre mission, c'est de promouvoir un environnement sain pour la sauvagine. Donc, on va effectuer des analyses spatiales pour déterminer les sites potentiels pour la sauvagine. Mais les partenaires MRC, les organismes de bassin versant, les municipalités vont avoir un tout autre besoin de faire des analyses sur le territoire. Ils vont utiliser une machine à biscuits qui peut être complètement différente pour venir voir si on cherche un territoire dans lequel on ne retrouve aucune tourbière, bien, on va chercher quand même des secteurs qui pourraient être, s'il reste quelques tourbières, on va vouloir protéger plus celles-là. Il va y avoir différentes analyses qui peuvent être faites à l'aide de la couche des complexes.
Donc, elle est utilisée de cette façon-là. C'est sûr que comme dans un contexte ici, on a plusieurs classes de milieux humides qui est dans le même complexe. Donc, on va avoir de l'eau peu profonde, du marais, on a de la tourbière. Donc, c'est un milieu que pour l'écologie, pour la biodiversité, il score plus fort que si on a seulement un polygone, un complexe de tourbière, par exemple, étant donné sa diversité. Ensuite de ça, les produits livrables pour les partenaires. Donc, pour les partenaires du projet, on livre une application géomatique dans laquelle on retrouve toutes les couches qu'on a faites puis qu'on a utilisées pour faire le projet. Donc, on va retrouver la couche des milieux humides, les pressions, les complexes, on va retrouver les points de validation terrain, l'ensemble des photos survol les terrains géolocalisés. On va retrouver les différents découpages. Donc, ça, on se trouve à les livrer à nos partenaires de projet avec un rapport méthodologique, donc qui explique toute la méthodologie et qui comprend aussi des statistiques à la fin sur le territoire d'études. Donc, ça ici, on rend disponible aux partenaires du projet. Par la suite, on a aussi, comme outil géomatique, une carte interactive de milieux humides qui se retrouve, qui est disponible sur le site Internet de Canard Limité. Donc, on peut aller consulter les milieux humides. C'est vraiment un outil pour venir visualiser les milieux humides. On retrouve une table d'attributs. Donc, pour chaque milieu humide, on va avoir la classe, les niveaux de confiance, la superficie, s'il y a des notes particulières. Donc, on va le retrouver sur la carte interactive. On a cliqué sur le milieu humide, on va avoir la donnée. On a aussi les photos, les meilleures photos sur vol et terrain qui se retrouvent en ligne sur la carte interactive. Et puis, on a aussi accès via les documents de la donnée à tous les rapports de toutes les phases de projet se retrouvent en ligne sur notre carte interactive. Et elle est mise à jour environ une fois par année. Donc là, la dernière mise à jour, elle est super à jour avec la carte que je vous ai montrée du projet global. La dernière mise à jour, elle a eu lieu là, cet automne, l'automne 2020. On a aussi la donnée en format Geodatabase et Shapefile pour téléchargement qui a été rendu disponible via le portail de Données Québec. Le gouvernement du Québec nous a approchés en 2018 pour qu'on rende la donnée disponible sur le portail de Données Québec, chose qui pour nous, parce que la donnée, on la rendait disponible, mais à partir du Bureau de Québec, on se faisait signer des ententes, on envoyait un DVD, après ça, on avait différentes façons, au mesure que la technologie a évolué pour faire parvenir la donnée, mais ça reste que c'est quand même beaucoup d'administration. Donc, en passant par Données Québec, les gens peuvent tout aller télécharger la donnée directement sur le site de Données Québec. Les limites de la cartographie. Voici un peu les limites. La cartographie, je suis vraiment très fière de notre cartographie, mais il y a quand même certaines limites, puis je pense que c'est bien de les présenter. Ça aide à comprendre quand on marche un milieu humide, puis qu'on a la cartographie, qu'est-ce qu'on a vraiment sur le territoire. Donc, la première limite, c'est la disponibilité des photos et le type de photos. Donc, on veut avoir les photos les plus récentes pour faire le travail de photo-interprétation, pour faire la cartographie. Ensuite de ça, la photo-interprétation des milieux humides, elle a un aire minimale de 0,3 hectares. Je ne l'avais pas dit encore. Donc, notre aire minimale est de 0,3 hectares. Ensuite de ça, la validation sur le terrain, on fait un certain pourcentage, environ 5 % des milieux humides que l'on retrouve sont validés au terrain, mais il y en a quand même plusieurs. Donc, la cartographie, elle ne remplace pas l'obligation d'aller faire une visite au terrain pour venir soit le délimiter, le classifier. Alors, quand je parle de limites en lien avec l'aire minimale, ici, on a un exemple, on a 3 polygones de milieux humides qui ont 0,3 hectares, qui ont environ 0,3 hectares. Ici, on a une grande prairie humide et puis on a un secteur qui est inondé. On a un barrage à castor, mais ce secteur-là, inondé, ça serait de l'eau peu profonde, mais étant donné qu'il fait moins de 0,3 hectares, il est intégré à notre prairie humide. Donc, il n'est pas délimité. Il n'est pas classifié, il est intégré à la prairie humide. Advenant le cas que j'aurais le même contexte, mais pas associé à un complexe de milieu humide, eh bien, j'aurais un milieu humide de moins de 0,3 hectares
est toute seule, eh bien, on ne le retrouverait pas dans la cartographie, il ne serait pas identifié parce qu'il est plus petit que notre aire minimale. Au même titre que si ici, j'ai un canal de drainage. Des fois, la vision spatiale, quand on est au terrain, on a un canal de drainage, on a un immense remblai. Ça, c'est notre vision quand même au terrain. On a un immense remblai, il est dans le milieu humide, mais c'est qu'il fait moins de 0,3 hectares, donc il est intégré. C'est certain que si on est capable de venir passer la limite puis de sortir ce remblai-là du polygone, on va le faire, mais dans certains cas, c'est impossible, il va être trop au centre, donc il est intégré là, au milieu humide. Même chose, des fois, on peut avoir un cabanon qui va se retrouver dans un polygone de milieu humide. Voilà d'où je voulais en venir avec ma limite de 0,3 hectares. Ici, c'est un exemple qui démontre comment les milieux humides sont dynamiques en lien avec le castor. Donc, on a un barrage à castor ici. On a une zone qui est inondée. On a de l'eau peu profonde. Dans quelques années, il y a des fortes chances que le castor va s'en aller ou il va être trappé. Et puis, l'eau va commencer à se retirer tranquillement. Notre secteur va évoluer. Moins on va avoir d'eau, ça va évoluer vers un marais. Et puis, si l'eau se retire complètement, bien, le marais va se transformer en prairie humide. Ensuite de ça, on va commencer à avoir des petits saules puis des petites zones qui vont s'installer sur notre territoire, et puis on va réévoluer vers un marécage. Je dis ça comme ça, on dirait que je raconte une histoire, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a vu souvent. Dans certains cas, comme en Estrie, on avait des photos 2013 pour commencer le projet, et puis après ça, on a eu des photos 2017, 2018, donc on était 5 ans plus tard, et puis ça, c'est quelque chose qui revenait souvent. On changeait la classification en lien avec le castor, il venait vraiment modifier là, il vient modifier notre hydrologie, puis il vient modifier finalement notre cartographie, la classification des milieux humides. Je vais vous parler un peu de la cartographie potentielle des milieux humides, version 2019. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous, on l'utilise pour la cartographie détaillée comme couche pour venir nous aider, dans le fond, dans la prise de décision. Les secteurs qui n'ont pas de cartographie détaillée des milieux humides, bien, ils peuvent utiliser la version 2019 des milieux humides potentiels qui couvre le Québec en entier. En fait, même le nord du Québec est couvert par les milieux humides potentiels. Donc, c'est une donnée qui peut être utilisée là, pour les plans régionaux, mais aussi par différents utilisateurs qui auraient un besoin de savoir sont où les milieux humides. Bien, c'est une donnée que le ministère de l'Environnement a créée pour ça. C'est sûr que nous, on n'a pas travaillé sur la production de cette donnée-là, mais on m'a demandé quand même d'en parler et de faire un bref survol. Mais si jamais vous avez plus de questions, vous voulez plus de détails, bien, je pense qu'un représentant du ministère de l'Environnement pourrait venir vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que la cartographie des milieux humides potentiels. Donc, elle vise notamment à fournir une information la plus complète possible sur la présence potentielle de milieux humides aux directions régionales, mais aussi dans le cadre des plans régionaux aux MRC, aux organismes de bassin et à différents organisateurs. Donc, voilà. Voici un peu les sources de données qui est utilisée pour faire cette cartographie-là. Cette cartographie-là, c'est une extraction de plusieurs sources de données. On va chercher les entités géographiques à caractère humide pour venir identifier sont où les milieux humides. Et puis, on classifie les milieux humides sont là aussi avec les cartes écoforestières. Donc, il y a une classification qui est faite. Donc, premièrement, bien, les sources de données, les secteurs où la cartographie des milieux humides, cartographie détaillée de canal limité, ministère de l'Environnement est disponible, eh bien, c'est cette cartographie-là qu'on retrouve dans les milieux humides potentiels. Ensuite de ça, ils utilisent les données des peuplements écoforestiers de l'inventaire écoforestier du Québec méridional, produit par le ministère des Forêts-Faunes et Parcs. Les bases de données topographiques du Québec, produites par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ensuite de ça, on retrouve les données topographiques du Canada, produites par les Ressources naturelles Canada. Ensuite, pour la partie fluviale, ben, il va y avoir la classe de conservation des terres humides de la vallée du Saint-Laurent. On a les données cartographiques de l'occupation du sol des basses terres du Saint-Laurent.
Et puis, les données cartographiques et écologiques de la végétation du Nord québécois, produites par le ministère des Forêts aussi. Et puis, les données du programme d'inventaire écoforestier, du programme nordique aussi, pour venir faire la cartographie. C'est vraiment une extraction de plusieurs types de données qui sont toutes mises ensemble dans une base de données pour venir créer la carte des milieux humides potentiels. Qui est disponible aussi sur le site de Données Québec. Donc, vous pouvez aller la télécharger. Puis même, ils ont une carte interactive, eux aussi, sur le site du ministère de l'Environnement avec la cartographie des milieux humides potentiels. Alors voilà, je vais vous présenter quelques résultats qui sont à l'échelle du territoire de la capitale nationale. Donc, je vous présente quelques résultats de la cartographie. Donc, si on regarde les résultats par MRC, on remarque qu'on a un territoire qui est quand même très diversifié. On a la proportion des milieux humides qui va de 5,6 % pour la MRC Jean-Cartier et 11,8 % pour l'île d'Orléans. Donc, on a quand même, ça vient dire qu'on a quand même une diversité au niveau de nos types de milieux humides là, à travers le territoire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait une proportion pour le territoire d'études qui était couvert, les 62 000 km² qui sont couverts par la cartographie. On avait une proportion de 10,2, je crois, % de milieux humides, du territoire qui est en milieu humide. Donc, pour le territoire de la capitale nationale, on a 8,32 % de ce territoire-là qui est en milieu humide. À titre comparatif, maintenant qu'on a plusieurs données, mais des fois, c'est le fun de se comparer un peu. Donc, on a la capitale nationale à 8,32, le centre du Québec à 12,3. On a les plaines du Lac-Saint-Jean, qui est un territoire qui est quand même différent du vôtre, mais qui est à 17 % du territoire qui est en milieu humide avec des immenses tourbières. D'ailleurs, dont la MRC du Maria-Chapdelaine, ils ont 23 % de leur territoire qui est en tourbière. C'est à cet endroit-là qu'on a retrouvé notre plus grand complexe de tourbières, c'est dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, c'est pour donner une idée là, du territoire. Et puis, la proportion qu'on avait seulement pour les basses terres du Saint-Laurent avec la cartographie détaillée, elle est à 11 % du territoire qui était en milieu humide. Ensuite de ça, je me suis permis d'extraire des statistiques en lien avec les zones agricoles. C'est les zones agricoles qui proviennent de la CPTAQ. On sait que c'est quand même des grands polygones, c'est des grandes zones, hein, c'est peinture et large, c'est pas nécessairement tout qui est agricole, mais j'ai utilisé leur territoire, dans le fond, pour venir superposer avec la cartographie, puis en extraire quelques résultats. Donc, on a une superficie du territoire en zone agricole de 1651 km², ce qui représente environ 33 % de notre territoire d'études. Je dis ça, puis dans le fond, vous êtes peut-être déjà tout au fait de ça. Donc, voilà. Et puis, on a du territoire qui est en zone agricole, on va avoir 2,03 % qui est en milieu humide. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir que c'est surtout des milieux humides qui sont boisés. Donc, les marécages et les tourbières boisées en zone agricole, c'est ce qu'on retrouve le plus, là, qui sont des milieux humides. Donc, je trouvais que c'était une donnée qui est intéressante là, à faire ressortir là, avec notre donnée cartographique et puis les différents territoires. Ensuite de ça, j'ai fait une comparaison entre les milieux humides potentiels du ministère de l'Environnement et puis les milieux humides cartographie détaillée 2014-2015, cas dans l'unité ministère de l'Environnement. Donc, un petit rappel des deux produits. Bien, les milieux humides potentiels, c'est une extraction des données pour venir créer une carte de milieux humides, tandis que la cartographie détaillée des milieux humides, eh bien, c'est une cartographie de 0,3 hectares avec une méthodologie développée pour interpréter les milieux humides. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit, nous, on a un arbre minimal de 0,3 hectares et puis les milieux humides potentiels, eux, étant donné qu'ils se basent sur différentes couches, mais si on prend les cartes écoforestières, ça va être un 4 hectares. Donc, on a quand même une bonne différence entre les deux produits au niveau de la superficie puis l'aire minimale, finalement, des milieux humides. Puis ça va se répertorier dans la taille moyenne. Ouais.
Donc, voilà. Donc, pour les milieux humides potentiels, on a 1000 sur le territoire de la capitale nationale, on a 1900 polygones de milieux humides. Comparativement avec la cartographie détaillée, on a 14 962 polygones qui ont été identifiés. Donc, c'est majeur la différence, là. C'est vraiment majeur, mais ça s'explique parce que nous, premièrement, nos milieux humides, ils sont classifiés, puis il y a plusieurs classes. Donc, on va retrouver plusieurs classes, tandis que les milieux humides potentiels, c'est souvent des grands complexes. Donc, nous, un grand complexe, on peut retrouver 62 polygones à l'intérieur, puis même plus, dans certains cas, vraiment même plus. Donc, de là qui s'explique là, la grosse différence en nombre. Pour ce qui est de la superficie, on avait 28 000 hectares qui étaient en milieu humide, et puis tandis qu'avec la carto détaillée, on a une superficie de 38 000 hectares. Donc, on a augmenté d'environ 10 000 hectares là, pour la cartographie détaillée. Quand on regarde la taille moyenne des milieux humides, bien, pour les milieux humides potentiels, c'est 15 hectares, tandis que pour la cartographie détaillée, on a 1,3 hectares de taille moyenne, ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup de petits milieux humides. On a beaucoup raffiné le territoire, donc c'est vraiment la différence entre les deux produits. Ensuite de ça, quand on regarde justement les polygones qui ont moins d'1 hectare, eh bien, on en a 270 pour les milieux humides potentiels, comparativement à 9 324 pour la carto détaillée. Donc, on vient vraiment augmenter d'une façon très majeure le nombre de milieux humides de moins d'1 hectare. Et puis, ce qui représente une superficie de 147 hectares versus 4 664 hectares de milieux humides de moins d'1 hectare pour la carto détaillée. Et puis, j'attire votre attention sur la proportion du territoire en milieu humide. Donc, on a pour les milieux humides potentiels 5,8 % du territoire en milieu humide, comparativement à 8,32 % pour la cartographie détaillée. Donc, on a environ 2,5 % de différence entre les deux. Donc, la cartographie détaillée des milieux humides, oui, elle vient augmenter, mais c'est beaucoup des petits milieux humides qui sont ajoutés. Il y a beaucoup de raffinement. Donc, les milieux humides qui étaient connus, qui étaient identifiés par les milieux humides potentiels, on les retrouve dans la carto et puis on en ajoute, mais c'est vraiment au niveau du raffinement qu'il y a une grosse différence. Dans ce cas-ci, on a juste 2,5 % du territoire qui est augmenté en milieu humide. Alors voilà, présentement, on est en train de développer des partenariats pour offrir des formations à nos partenaires puis à différents groupes sur l'identification, sur la cartographie des milieux humides et son application au terrain. Donc, c'est une formule qui est une demi-journée en classe et puis une demi-journée au terrain. Le terrain, on essaie d'aller dans un grand complexe dans lequel on peut voir plusieurs classes, puis des classes qui ne sont pas nécessairement super évidentes. Donc, c'est cette façon-là qu'elle est bâtie, notre formation. Donc, voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir la faire. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on a donné cette présentation-là à l'UPA aussi en 2019 en présentiel avec l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, par la suite, on a pu, grâce à un partenaire financier, on a offert les formations à tous nos partenaires de projet. Il y a des gens de l'UPA qui ont été invités aux formations et puis ça a ouvert des beaux échanges et puis ça a été très apprécié dans le fond là, de pouvoir venir au terrain avec nous et puis d'identifier puis de venir démystifier qu'est-ce que c'est un milieu humide, puis qu'est-ce que c'est un sol de milieu humide, puis de le toucher aussi, de le voir, de le sentir, de le toucher. Donc, c'est une formule qui a été super appréciée puis qu'on est en train de développer. C'est sûr que là, l'année dernière, la COVID nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Là, on se structure là, pour la saison qui s'en vient. Alors, voilà. Pour conclure, je dirais qu'il est facile d'oublier l'importance des milieux humides, mais que dans les dernières années, on sent vraiment qu'il y a un vent de changement, que les gens sont plus conscientisés pour ce qui est des milieux humides, de l'aménagement du territoire en incluant les milieux humides. Puis c'est un peu grâce à des activités comme celle-ci qu'on fait ce soir avec vous. Donc, merci de votre attention et merci pour l'invitation. Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'ai encore appris quelque chose d'autre. C'est la deuxième fois que je vois la présentation.
Avant de passer à la période de questions, là, je voulais juste rappeler pour ceux-là qui n'étaient pas là au début, dans le fond, Carnard illimité, tu me corrigeras, Stéphanie, vous avez fait un outil géomatique, une carte interactive pour cartographier les milieux humides sur le territoire, mais vous n'êtes pas directement impliqué là, dans les plans régionaux des milieux humides et hydriques des MRC, c'est ça? Exactement. Exactement. On n'est pas. Ben, dans certains cas, on a quand même. On a pu travailler un peu avec eux. Bernard a aussi assisté à différentes consultations, mais on n'est pas impliqué directement là, dans la main à la pâte pour faire les plans régionaux des milieux humides. Exact. C'est les MRC qui s'occupent de ça, mais qui quand même se base sur votre cartographie détaillée, c'est ça? Exact. Bon, ben parfait. Puis pour la période des questions, je vais essayer de donner la parole à tout le monde. Puis les petites mains qui vont se lever, ben, je vais essayer d'y aller dans l'ordre que je les vois. Fait que j'en ai vu pour toutes les questions, là, donc sur la méthodologie, comment ils ont fait pour classer, la photo-interprétation, là, allez-y fort. Je vois Madame Valérie Lemelin qui a des questions. Tu peux commencer. Dans le fond, je me demandais si vous aviez une idée de la bande de protection qui était nécessaire pour protéger le milieu humide. Est-ce que vous avez déterminé à peu près une longueur ou, Non, on n'a pas travaillé sur les bandes, justement, de protection et tout ça. C'est sûr que je pense qu'il y a des études qui sont en cours, il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, mais nous, on n'a pas travaillé là-dessus. Là. Je ne voudrais pas vous induire en erreur là, en vous disant une réponse. Là. OK, merci. Je vois pas d'autres mains levées, mais sinon, ah oui, Serge Bouchard. Je pense que votre micro. Le micro. OK, là, ça marche? Oui. Désolé, moi, j'ai manqué votre présentation. J'avais un autre rendez-vous au même moment. Là, j'ai dit, je vais prendre le dernier bout. Je voulais juste savoir, il va-t-il avoir un enregistrement de la présentation qu'on peut réécouter? Oui, elle est enregistrée, puis après, on va rediffuser ça. OK, merci. J'ai Jean-Marie Bellil. Oui, bonsoir. C'était par rapport à la définition là, de milieu humide, là, moi, c'est plus l'aspect tourbière boisée, là, on tire la ligne comment? Parce que 30 cm de matière organique, moi, sur mes lots boisés, j'ai ça sur du roc. Est-ce que ça peut être quand même considéré comme un milieu humide parce qu'il y a 30 cm de matière organique et il y a de l'épinette noire là? Si on a notre... effectivement, c'est une super bonne question là, parce que quand on est sur du roc, le drainage, il est différent. J'en ai pas parlé là, dans la présentation. Mais quand on a notre 30 cm de matière organique, d'accumulation de matière organique, on vient le classifier dans la tourbière boisée. Si c'est du roc en dessous. Là. Même s'il y a du roc en dessous et qu'il n'y a pas d'eau de sol, il y a juste de la matière organique sur le roc. Mettons 30-40 cm de matière organique sur du roc, ça reste un milieu humide. Ça il reste. Il y en avoir beaucoup sur la côte nord de ça? Oui, je présume que oui. Je présume que oui. Ouais. C'est spécial. Hein? Mais c'est vraiment en lien avec l'accumulation. Et puis, de la façon que la classification a été faite, on a mis 30 cm. Il y a différentes études scientifiques, dont la classification des sols. Eux, ils vont le classifier à 40 cm pour dire qu'on est dans un sol organique. Il y a d'autres études, même dans l'Ouest canadien, que eux, c'est 30 cm. Donc, quand on a évalué, bon, elle est où la limite, là, finalement? Est-ce qu'on met 30, 40 cm? On a mis 30 cm. Ce qu'on se dit, c'est que dans un contexte comme celui-là, on va avoir une accumulation de matière organique. Donc, au cours des années, au fil des années, notre épaisseur va augmenter. Mais c'est au cours de plusieurs années, mais c'est quand même une accumulation qui est très lente. Ouais. C'est quand même pas un milieu, en tout cas au niveau faunique, il n'y a pas bien d'attributs de milieu humide à part la végétation. Oui, probablement. Tu n'auras pas de batraciens là-dedans, tu n'auras pas de...
en tout cas, je trouve que c'est limite un peu, là, parce que je comprendrais, tu sais, si c'est sur un seul, mettons, ville, là, il va y avoir quand même des accumulations d'eau au printemps, mais là, tu n'as jamais d'accumulation d'eau. C'est juste parce que ça décose. Parce que l'été, ça vient sec, c'est de la toux, mais ça vient sec. Puis l'hiver, ça accumule de l'eau, ça gèle. En tout cas, c'est un milieu quand même assez spécial. C'est bon, merci. J'avais. Ah, ouais, j'allais dire Martine, mais c'est Jean-Julien. Oui, bonjour. Tout simplement, je me trompais au niveau de mes icônes puis mes boutons tantôt. Là, je pense que j'ai marqué oui, mais c'était pas ça, c'était pour lever ma main. OK. Tout simplement, au niveau pratique, moi, j'ai certains endroits que je vois approximativement, justement, quelque chose comme 1,5 hectare en marécage, là, en milieu boisé. Là, j'en ai quelques-uns des 1,5 hectares à peu près. Alors, je me demandais, j'ai délimité où ce que c'était, je n'y ai pas été, là, mais je sais pas mal où est-ce que c'est, pas mal précisément. Disons, en saison d'été, puis il n'y a pas de cours d'eau autour, il n'y a rien. Là, en saison d'été, tu vas aller là, quand c'est relativement sec. Est-ce que, en entrant dans cette zone-là de milieu humide, c'est-tu possible que je puisse pas m'en apercevoir? Autrement dit, on peut-tu aller là en petit soulier puis pas trop voir que tu es réellement rendu dans ton milieu humide, là, quand c'est classé marécage? C'est un petit peu ma question pratico-pratique. Oui. Effectivement, quand on y va en plein été, on pourrait y aller en espadrille carrément, et puis on ne se mouillera pas les pieds. Parce que dans le fond, c'est vraiment parce qu'il est inondé pendant une période qui va être assez longue pour finalement transformer notre végétation, nos sols, mais en plein été, surtout quand c'est sec, en plus si on a un été sec, on n'aura pas de traces d'eau visibles. C'est vraiment avec la végétation qu'on va pouvoir venir l'identifier ou potentiellement avec une sonde. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment là, dans les marécages là, qu'on peut identifier. Puis un peu la même chose aussi va survenir dans les prairies humides parce que on va avoir vraiment une végétation de graminées. Puis on n'a il n'y a pas d'eau du tout. Le cours d'eau, il peut être quand même très loin là, pour dire là, la zone qui est inondable, le cours d'eau peut être très loin. Ça répond bien à la question, merci. Monsieur Duval? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, avec tout ça, là, toute cette belle histoire-là, où c'est qu'on s'en va avec tout ça? Je veux dire, qu'est-ce que ça va amener, là, général, là, sur l'ensemble, là, de dire, OK, il y a une portion de notre territoire qui est humide. Qu'est-ce que ça l'engage, ça, là? C'est quoi qui va se passer, là? Bien, d'avoir la cartographie, puis d'ailleurs, ça fait longtemps qu'elle est quand même disponible pour la capitale nationale. D'avoir la cartographie, c'est pas ça qui vient changer. C'est sûr que les milieux humides sont sur le territoire, qu'on ait la cartographie ou qu'on ne l'ait pas, sont sur le territoire. Et puis maintenant, avec la loi, ben, elles ont un statut. On veut les protéger, on veut pas, on veut limiter finalement les activités qui vont être faites dedans. Mais réellement, c'est plus au niveau de la limitation là, des activités qui vont être faites dans les milieux humides. Oui, je suis bien d'accord avec vous, là, mais je veux dire, il y a l'agricole, il y a le forestier. Moi, je suis producteur forestier. Puis en même temps, ben, je suis impliqué jusque-là dans les aménagements fauniques. Là, je suis le président du regroupement des propriétaires du marais de Grondines. Là, avec ce que j'ai pu lire de la loi, mes affaires-là, écoute, je paye les 3/4 de mes terres. Dans un certain sens. Moi, ça ne passera pas. Là. Je veux dire, on va s'en aller en guerre civile avec une histoire pareille. Là. Je veux dire, le monde ne sera pas capable de gober ça. Là. Pensez-y un petit peu. Là. Il y a beaucoup de monde là, qui perdent là, beaucoup de terre, là, puis qu'il y en a des forestiers qui sont même plus capables d'aller de traverser une swamp, là, une savane pour aller chercher leur bois l'hiver. Ils sont bloqués par l'environnement. Là. Ça s'en vient carrément aberrant. Là, puis, en fin de compte, vous avez classifié la moitié de la province ici en milieu humide, là, de la manière que je vois ça avec vos cartes. Là. Que, là, moi, il m'a dit, bien franchement, je ne sais pas où on s'en va avec toute cette histoire-là, mais tout à l'heure, ça va brosser en 5 citrons. Oh, vas-y.
En fait, je comprends là, votre point de vue, là, en fait, là, je voulais dire ça. Et puis, je sais qu'au niveau des producteurs forestiers, là, je ne suis pas au fait, là, nous, on n'est pas nécessairement, on n'est pas porteur de la loi. Là. Je ne suis pas au fait de toutes les petites spécifications qu'il y a au niveau de la loi, mais il y a eu des allègements qui ont été faits au niveau de la loi pour les producteurs forestiers, au niveau de la foresterie et tout ça. Oui, mais c'est minime, ça, madame. Là. C'est minime, là, de nous dire, là, OK, là, on peut faire un passage, tout ça, mais je veux dire, en tant que tel, si on veut faire un fossé de drain pour le chemin, il faut demander un permis. Puis on sait comment ça marche à ça avec des ministères. Il n'y a pas personne qui va demander de permis. Là. Le monde vont continuer à faire leurs affaires quand même. Là. Je veux dire, c'est pour ça que je dis il y a pas d'aberrant là, dans le système. Là. Ça devient un gros monstre. Là. Moi, quand je fais affaire avec le gouvernement, là, c'est l'enfer. Je veux dire que ce soit pour n'importe quoi, les permis, faire venir le monde sur le terrain, puis je le sais, je le suis dans les aménagements fauniques. J'ai perdu 1,5 million à cause de ça, là, parce que il y a 2 petits fonctionnaires qui ont décidé que oh non, on ne pouvait pas faire un avis faunique favorable pour notre projet. Ça fait que, tu sais, c'est toutes des affaires comme ça. J'ai appris sur 25 ans comment est-ce que le système fonctionne. Puis, je vous dis que ça s'en va de mal en pis, comme on dit. Puis si ça continue comme ça, ben, on va tout débarquer. Puis le mot d'ordre, ça va être on fait nos affaires et on n'en parle pas. Mais c'est sûr que c'est un commentaire intéressant. Ça aurait été le fun d'avoir quelqu'un du ministère de l'Environnement plus pour répondre à ces questions-là. Mais je ne sais pas si M. Filion voulait renchérir avec quelque chose. Bonjour, M. Duval. Bernard Filion, ça va bien? Oui, ça va bien. J'entends toujours l'appel de votre monsieur. Ah, bon. Fait que, concernant votre commentaire, premièrement, c'est sûr, on n'est pas porteur de la loi, là, puis la réglementation a été refaite quand même sensiblement dans les dernières années. Et je sais, pour avoir participé aux consultations là, comme observateur, qu'ils ont quand même fait pour les producteurs forestiers, propriétaires forestiers, il y a beaucoup d'activités qui ont été normées en termes, il n'y a pas de permis à demander. Là. Fait que c'est une question des normes, des critères, vous les appliquez, puis ça fait qu'il y a une simplification. Je pense que ça serait important, M. Duval, que vous ayez cette information-là, que quelqu'un vous fournisse ça de l'UPA. La réglementation a été modifiée encore en décembre dernier pour justement la notion des propriétaires forestiers, l'exploitation forestière, pour éviter, dans le fond, ce que j'ai compris des objectifs qu'ils poursuivent, c'est d'éviter les ornières, tous les orniérages. Et pour le reste, là, ça semblait être raisonnable, d'après ce que j'entendais de votre représentant, là, propriétaire c'est pour mes voeux. La cartographie, comme Stéphanie expliquait, elle est là. Maintenant, c'est la loi, le règlement, c'est le gouvernement qui l'applique, c'est pas nous. Là. Ça ne change rien dedans. Là. Bon, vous devriez peut-être venir à la réunion du syndicat, parce que du syndicat des producteurs forestiers, parce que je peux vous dire qu'il y a bien des producteurs qui ont des problèmes avec le ministère de l'Environnement pour aller chercher le bois l'hiver dans des places qui sont considérées comme étant milieu humide. Là, puis on est l'hiver. Là. Ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris quand j'étais présent, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en hiver, il y avait quand même beaucoup de souplesse pour permettre justement aux gens de pouvoir aller chercher faire l'exploitation forestière. C'est ce que j'avais compris. Mais là, des fois, les intentions sont bonnes, mais l'application se complique. Votre propos, je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est qu'ils sont partis de bonnes intentions, mais normalement, c'est supposé être facilitant, la modification réglementaire qui a été faite en décembre dernier. Il y a Caroline, peut-être, qui voudrait ajouter là-dessus. Oui, je voudrais répondre un petit peu à M. Duval et aux autres. Il y a la Fédération des producteurs forestiers du Québec qui a réalisé une synthèse, un tableau de la réglementation là, dans les milieux humides, là, suite justement à la loi. Et l'ensemble des activités forestières là, sont permises si elles sont faites dans les règles de l'art, dans le respect du développement durable et tout. Là. Je vous dirais qu'il y a des exceptions, le drainage forestier, les constructions de chemins, là, mais dans l'ensemble, là, la plupart des activités d'aménagement forestier, elles sont toutes permises.
Oui, mais ça prend, si je me souviens bien de mémoire, des permis d'un ingénieur. Non. Non. Ça ne prend pas un permis d'ingénieur, on avait ça? Vous pouvez retourner voir sur le site de la Fédération. Oui, je les ai lus, Caroline, mais il me semble que c'était un petit peu plus compliqué que ça. C'est dommage, je n'ai pas toute l'information à ce moment. Là, je marche de mémoire. Là. Mais de la manière que. Puis ensuite, tu étais là dans les réunions de ce qui s'est passé. Puis on sait qu'il y a eu des producteurs qui ont eu des gros problèmes, là, justement à cause de ça, les milieux humides. Là. Il y a des différences d'interprétation, je vous dirais, entre certains individus, souvent qui causent bien des dommages. C'est sûr. J'ai Madame Desmarais. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, moi, je suis justement une résidente de la Haute-Saint-Charles. J'ai derrière moi un milieu que vous avez classifié comme milieu humide. Mais moi, je suis ingénieur forestier. Là. Je connais quand même un minimum ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Ce que je me demandais, c'est que ça a été fait en 2014. Il n'y a pas de mise à jour qui a été faite à date. J'ai un nouveau voisin qui est dans votre milieu humide. J'ai un milieu humide qui rentre sur mon terrain. Là, je me demandais, la ville souvent me dit payez-vous un biologiste pour mettre à jour le tout. Donc, on me refile un peu la facture, etc. Moi, je suis pour la conservation des milieux humides, mais quand il y en a réellement un, est-ce que vous faites des modifications de vos cartographies, vous conseillez les municipalités, etc. pour ce volet-là? Là? C'est effectivement, c'est une bonne question parce que la photo de la CMQ, elle date de 2012. Donc, dans certains secteurs, c'est plus un milieu humide du tout. Dans d'autres secteurs, ça peut avoir évolué avec le castor ou différentes autres choses. C'est dans nos cartons de faire une modification, de faire une mise à jour à la cartographie. Présentement, on ne l'a pas encore fait, mais ça va être quelque chose qui va être à faire, de repasser chaque territoire pour faire la mise à jour, justement, et puis de venir la modifier. Je sais que la CMQ ont fait certaines mises à jour. Ils ont, sur leur carte interactive, il y a certainement des mises à jour, mais ça ne veut pas dire que tout est là. Ça va être dans les projets à venir, dans les années à venir, c'est dans nos cartons de dire on fait la mise à jour de tout ça. Là. Étant donné que, merci pour la réponse, étant donné que c'est votre cartographie sur laquelle eux se basent pour nous mettre la réglementation, je me demandais s'il y avait comme un cas comme le mien, si je vous interpellais pour venir valider le milieu humide, s'il existe encore, etc., dans des cas concrets comme ça, est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable? On nous le demande souvent. On a un peu, parce qu'on a un peu un conflit d'intérêts, étant donné que nous, on a fait la cartographie. Donc, on a un peu un conflit d'intérêts puis de dire si oui ou non, de prendre un contrat puis de venir le valider. La cartographie, elle vient toujours avec un certain bémol. Elle a besoin d'être une validation terrain. C'est sûr que nous, on en fait pour nos besoins, mais d'aller chez les particuliers, on est un peu en conflit, en fait. Bon, on a une entente tacite, on n'intervient pas. Comme ils ne nous autorisent pas à changer la carto. Donc, quand on termine la carto, on la fournit au ministère de l'Environnement et ils nous demandent de détruire nos fichiers de base qu'on a utilisés parce qu'eux prennent le contrôle de la carto. Donc, s'il y a une erreur, on n'est pas autorisé, nous, à la corriger. Fait qu'on peut la rapporter. Mais donc, c'est vraiment, là, ce qu'on constate, c'est quand la carto est favorable, c'est la carto du ministère de l'Environnement, puis quand ce n'est pas favorable, c'est la carto de Canard. C'est un peu fatigant, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne assez souvent. Fait que, quand il y a un conflit, c'est la carto de Canard, puis quand c'est une autorisation, c'est leur carto. Fait que ça se dit différemment. Mais fondamentalement, on a décidé qu'on ne se mettrait pas entre l'arbre et l'écorce parce que régulièrement, quand il y a des conflits ou des interprétations différentes, il aimerait donc que le client ou le propriétaire voudrait qu'on intervienne et on n'intervient pas à cause de ça. Fait que mais oui, on aurait la compétence pour le faire, d'aller sur le terrain, de le délimiter. On a probablement les 4-5 meilleurs spécialistes de cartographie dans le bureau à Québec. Là. Et pour cette raison-là, c'est une entente. Donc, la réponse, c'est non, madame, malheureusement. C'est juste parce que c'est déplorable dans le sens où c'est votre cartographie qui empêche de pouvoir modifier la chose.
parce qu'il se base sur votre cartographie. Puis, dans un sens, moi, ma maison est là depuis 1979, donc elle était là avant votre 2014. Puis, j'ai un bout de milieu humide sur mon terrain. C'est bizarre, là. Écoutez, fait que il y a une grave erreur, puis cette erreur-là, elle cause des préjudices. Fait que ce que je me demande, c'est comment on fait pour réparer ça, étant donné que c'est quelque chose qui est factuellement démontrable sur le terrain, là. J'aurais juste besoin de quelqu'un qui vienne voir. Oui, puis, mais je pense que dans certains cas, la direction régionale, le ministère de l'Environnement peut venir. On ne fera pas une modification à la cartographie, même si vous faites faire une caractérisation, puis vous dites, ah, il y a 1 hectare qui n'est pas dans le milieu humide, qui n'est pas dedans. La modification, elle ne sera pas faite, mais dans le fond, vous allez avoir l'autorisation. Donc, il y a une façon de faire, mais il n'y aura pas, le milieu humide, il va rester tel quel jusqu'à temps qu'il y ait une révision là, complète. Ça répond à votre question, Mme Desmarais? Oui, excusez, j'étais sur mute. Oui, pas de trouble. Pour les réponses. Parfait. Puis ensuite, j'ai Michel Thier. Oui, c'est toutes sortes de petites choses que j'ai vues. Il y a un endroit, ça a été drainé par nos ancêtres. Je ne saurais pas dire quand, mais là, j'ai vu qu'il y a comme des drains de bois. Ça a été fait avec du bois, puis c'est en train de se détériorer, puis de ne plus vouloir faire son travail. Fait que, ça amène toute la notion d'évolution d'un milieu humide qui peut grossir ou rapetisser, surtout grossir, j'imagine. Qu'est-ce que je fais, là? Dans le fond, là, ce que j'en comprends, c'est que la cartographie, là, elle est fixée dans le temps actuellement. Fait que si moi, ma place est correcte, mais je vais arranger mon fossé, je vais refaire mon tuyau, puis... C'est un très bon point, là. Elle est fixée dans le temps. Mais ça ne veut pas dire que parce que notre cartographie, il n'y a pas de milieu humide, qu'il n'y en a pas un. Donc, ça demande une validation terrain à ce niveau-là. Ça peut arriver dans certains cas où bien même il y a eu un inondé en lien avec une route qui a été construite ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas dire que parce que dans notre carto, il n'y a pas de milieu humide, qu'il n'y en a pas un. Donc, ça demande quand même, quand on veut intervenir, de faire une caractérisation pour venir identifier s'il y a un milieu humide ou non. Mais tu sais, ça a comme été drainé autrefois. C'est comme si c'est pour ça que ça a comme changé de nature. Mais moi, je le vois que le sol, il est bien organique, c'est noir, tu sais, c'est très... puis c'est un bon sol, c'est parfait, nous autres, pour cultiver là-dedans. Mais tu sais, un jour, on va-tu le perdre? C'est angoissant un peu. Puis il y a un autre endroit, je me demandais c'est quoi la précision des lignes, tu sais, c'est des, parce qu'on voit qu'il y a comme un petit milieu qui est à côté sur notre ligne, tu sais, puis là, tu vois que c'est carrément dans le fossé, c'est le fossé qui a arrêté le milieu humide, ça a été fait il y a des dizaines et des dizaines d'années, je ne saurais pas quand, tu sais, puis, mais tu vois, puis il y a une petite bedaine pareille sur la carte, une petite bedaine, si tu précises ça, lui, le fossé, il est droit, là, il n'y a pas de bedaine dedans. Alors, étant donné que, le fossé est droit, étant donné que les milieux humides sont dynamiques et tout, la limite, elle est faite au meilleur avec la photo interprète à ce temps-là, au meilleur de sa connaissance, au meilleur de ce qu'on voit avec la topographie, mais ça ne veut pas dire que la limite, elle est à 100 %. C'est pour ça qu'on peut avoir besoin de la valider. Des fois, elle va être plus grande, des fois, elle va être plus petite. OK. J'ai manqué, il y a des mots qui coupent de temps en temps, là. Mais au début, tu as dit, j'ai manqué le début un peu. Oui, ça coupait un petit peu. OK. En fait, ce que j'ai dit, c'est que la limite de la cartographie, dans le fond, elle est quand même bonne, mais ça reste que c'est une limite qui est faite avec des photos qui sont à une certaine période. Donc, ça se peut qu'elle soit différente. Elle peut être plus grande ou bien plus petite, selon. OK. Bon, merci. Puis j'avais Manon, est-ce que tu avais une question ou c'était juste les deux mains? Non, c'est une question, mais je ne veux pas prendre la place de producteurs s'il y a des producteurs qui ont des questions avant. Vous ne voyez pas d'autres mains levées? Sauf si j'ai mal écouté, là, mais au tout début, quand tu montrais les cartes, Charlevoix puis la Côte-Nord, ce n'étaient pas des territoires qui étaient faits par vous autres. C'est bien ça? C'est ça. On arrête le plus loin qu'on est allé là, vers l'est, c'est Mont-Saint-Anne. OK. Donc, après, on n'est pas allé.
Puis est-ce que c'est dans les airs de développer dans ces territoires-là? Parce que je sais que sur la Côte-Nord, les MRC commencent à s'interroger pour les PRMHH. Puis là, du coup, je me pose la question sur quoi ils se basent s'ils n'ont pas de données de vous autres pour travailler là-dessus. Présentement, le ministère de l'Environnement a fait la mise à jour de sa cartographie des milieux humides potentiels en lien avec ça, justement, surtout pour les plans régionaux. C'est sûr que nous, c'est dans nos cartons de développer des futurs projets de cartographie. Et puis, on pourra s'en aller plus dans l'Est, dans les secteurs qui vont être plus urbanisés. Oui, on va quand même rester probablement dans le sud. Ben, les territoires habités du sud du Québec, finalement, ça serait pas mal notre zone. Là. Fait que oui, c'est dans les cartons de développer pour ces secteurs-là. Puis en attendant, ben, ce que le ministère dit d'utiliser, c'est la cartographie des milieux humides potentiels. OK. Merci. Parfait. Puis je ne voyais pas d'autres mains levées. Ah oui, j'en voyais une là. il est clair, là. Monsieur Duval. Oui, mais c'était juste pour vous dire que quand même, avec les aménagements fauniques qu'on a faits l'année passée, on s'est ramassé un gros problème de castors. On a pogné 8. On a ramassé 8 castors. C'est que quand on commence à faire des aménagements, ça attire pas mal de faune, beaucoup de canards, de rats musqués, de mammifères, de butards, de hérons, de poissons. En ce moment, Conservation de la nature sont en train de faire des grosses études là, ici dans le marais de Grondines. Là. Ils ont eu un gros budget du ministère de l'Environnement là, pour justement étudier ça. Là, puis ils se sont rendus compte qu'avec les aménagements, ben, le poisson est en train de revenir, la part chaude, le brochet, etc. Ça fait que ça va à peine quand même d'aller de l'avant avec la protection de nos milieux, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les producteurs agricoles et forestiers, puis bien souvent, ça amène un méchant paquet de problèmes à ce monde-là. Puis c'est pas du monde qui vive bien richement tant qu'ils n'ont pas vendu le terre. Ça fait que c'était ça que je voulais dire pour finir. Ben, c'est parfait. Je pense qu'il y avait un monsieur, madame Gagnon qui a comme levé la main tantôt, là, puis son micro est allumé. Je ne sais pas si Gagnon, je m'excuse, je ne sais pas votre nom, si vous voulez parler. Oui, c'est Normand Gagnon. C'est ça. C'est une question que j'ai pour Stéphanie. Est-ce que je comprends bien si je comprends que les cartes interactives qu'on peut retrouver sur Internet, là, les données qui ont servi à monter ces cartes, les plus récentes datent de 2014? Ou est-ce que cette carte-là a été mise à jour régulièrement jusqu'à aujourd'hui? Non, elle n'a pas été mise à jour. Et puis, effectivement, la carte qui est en ligne, c'est une carte qui a été faite dans le projet 2014, mais avec des photos 2012. Donc, elles ont presque 10 ans. Puis, elle n'a pas été mise à jour. C'est vraiment dans nos cartons de pouvoir de développer des mises à jour là, pour nos projets. Là. Puis, il y a un besoin à ce niveau-là de faire les mises à jour dans la cartographie. À quel moment est-il prévu qu'elle soit mise à jour? Je pense, par exemple, à la cartographie là, des milieux humides pour la capitale nationale, par exemple. On n'a pas encore de projet développé là, encore pour venir faire la mise à jour. On n'a pas encore rien. Fait que je ne pourrais pas vous dire de date. Là. Merci. C'est plaisir. Monsieur Fillon? Oui, ben, c'est peut-être une précision. Là. Pour les mises à jour, c'est le financement qui est une des grandes limites. Là. Par année, le projet de carto, c'est autour de 800 000 que ça coûte. Donc, nous, on reçoit à partir de cette année 200 000 du ministère de l'Environnement et il faut trouver le 600 000 manquants en moyenne. Là. Fait que c'est un projet qui est très ambitieux et on s'est concentré dans les secteurs où les populations étaient plus denses, donc plus de pression sur les milieux naturels, les milieux humides. C'est pour ça que puis les secteurs moins denses, ben, le financement est plus complexe. Là. Mais c'est quand même un projet majeur. Je sais qu'on va participer à une rencontre à CMQ, qui, oui, il y avait une intention d'aller faire une mise à jour de la carto, mais le financement est un enjeu. Eh bien, merci de votre réponse. Sinon, je ne voyais pas d'autres. Oui,
un peu, Oui, j'ai entendu j'ajouterais quelqu'un. que c'est quand même étrange qu'on soit amené à produire des plans régionaux pour les milieux humides et que on a à le faire. D'ici 1 an, on devrait normalement produire ce plan régional. Puis, on a comme base de toutes nos discussions en comité de concertation, en table de concertation, la base de nos discussions, ce sont des cartes. Puis les cartes datent de 2012. Alors, depuis 2012, là, dans le milieu où on habite, il s'est produit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on va faire probablement un plan régional qui est complètement décalé par rapport à la réalité. C'est mon constat pour l'instant, là. Et je trouve ça, pour participer à cette table de concertation là, dans la MRC de l'île d'Orléans, je trouve ça quand même étrange là, qu'on développe un outil de planification sur des données qui sont obsolètes. Voilà. Je ne peux pas faire autrement que vous donner raison. Puis, je pense que si Canard Limité n'avait pas lancé le développement de la technique, parce que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai voulu faire la cartographie, c'est que ce n'était pas faisable parce que les techniques n'étaient pas bonnes. Il y a vraiment raison, la technologie n'était pas là, en 2009. Mais heureusement qu'on a commencé à doter le Québec d'une base de données minimale là, au départ, puis qu'on l'a bonifié par la suite. Puis oui, je suis d'accord avec vous. Puis on a mis beaucoup d'efforts pour essayer d'accélérer cette cartographie-là. Et l'année passée, même en pleine pandémie, même sans confirmation des budgets du ministère, on a quand même pris la chance de débarquer dans le Bas-Saint-Laurent parce qu'on est conscient que les MRC, vous devez travailler avec, vous devez faire les plans régionaux, pas juste les MRC, les OBV au départ pour juin 2021, sur les comités directeurs de l'eau. Après ça, vous autres, les MRC dans 2022. On est bien conscient que la donnée est essentielle, puis on fait notre maximum pour accélérer ça. Fait que je ne peux pas faire autrement que vous donner raison, M. Gagnon. J'ai encore un petit mot à dire. Oui, c'est parce que j'ai été voir sur Internet, là, justement, là, pour justement les affaires pour les forestiers, là, puis pour les travaux, là, puis ils disent que lorsqu'on fait des travaux de plus grande envergure, ça c'est au sens large, là, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça l'embarque, ben, ils disent que ça faut faire une déclaration de conformité, demander une déclaration de conformité 30 jours avant le début des travaux. Bien souvent, là, on fait nos travaux, puis dans la journée même, on les fait là, avec le tracteur ou l'appel, ces choses-là. Là. Ça vient changer la donne, ça, là, 30 jours. Là, c'est un mois. Là. Je te dis que quand il faut que tu passes, il faut que tu passes. Là. Et puis, c'est ça, là, je suis en train de lire ça là, bien tranquillement pour me remémorer ce que j'avais appris. Là, puis, ouais. En tout cas, c'est pas si simple que ça. Alors, il n'y a rien de simple. On pourra en débattre plus longtemps. Il n'y a rien de simple en 2021, M. Duval. Qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? Il n'y a plus rien de simple en 2021, M. Duval. Oui, ben c'est ça, là. Dire, en tout cas, les fossés, tatata, là, je lis ça, là, puis en tout cas, on va faire de notre possible, mais comme je dis, il faut penser aussi au monde ordinaire, là. Des fois, là, quand tu décides qu'il faut que, rien que pour être producteur forestier, il faut que je fasse venir aux 10 ans un ingénieur ou un technicien pour l'ingénieur pour faire tout l'inventaire de la terre. Ça coûte des milliers de dollars. Je m'en passerait bien. Surtout avec les revenus qu'on a et le prix du bois qu'on nous donne par rapport à ce qui est vendu. Stéphanie Murray, je vous invite à venir voir ce qu'on fait là, en ce moment là, dans le Marais. Là. Oui, à Grondines. Oui. Mon numéro de téléphone, 418 268 418 268 8465. Et puis, c'est ça. Là, on est en pleine plantation de chênes et de noyers. Là, noirs. Là, on en plante des centaines avec une petite pelle mécanique. Okay. Un peu partout. Anciennement, c'était des terres qui étaient cultivées, qui ont été abandonnées.
Puis j'ai remis ça en marais. Et puis, c'est ça, là, forestier. OK. Bon, ben, je vais. Puis, c'est quelque chose de beau. On a au-dessus de 100 étangs de fait. Là. OK. Monsieur Fillon, il en a plein de canards, puis il y a bien du branchu. Bien content pour vous. Félicite, M. Duval. Puis j'ai pris une note pour André Michaud en passant. Bon, ben, hey, s'il n'y a pas d'autres dernières questions, je pense que ça faisait pas mal le tour.